C'est intéressant parce que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui ont une opinion à ce sujet. Souvent, c'est un peu soit c'est dans la rétrospective, soit c'est dans la vénération, soit c'est dans la c'est rarement quand on le terme d'impulsion, pour le coup, bien trouvé. Et en quelque sorte limité par l'action, c'est-à-dire il faut qu'on rame le concept et ça. Bonjour à tous et bienvenue à ce 13e numéro de Table ouverte. Nous sommes le samedi 20 avril 2024. Nous avons comme invité Brice d'Impulsion Gaulliste et nous parlerons d'abord d'Impulsion Gaulliste et également de l'interview, de la longue interview donnée, enfin pas l'interview mais le long face-à-face de Gabriel Attal, que Gabriel Attal a donné jeudi, donc il y a 2 jours. Je vous invite à vous abonner. La chaîne a changé de nom, désormais c'est Reprenons le contrôle. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer évidemment sur la cloche pour recevoir les notifications et à aimer la vidéo, à mettre un pouce vers le haut, à commenter, à partager, à vous donner vos impressions sur notre invité, sur notre prestation et sur les sujets que vous voudriez nous voir aborder dans les émissions suivante. Voilà. Eh bien, nous allons commencer. Donc, Brice d'Impulsion Gaulliste. Bonjour et merci pour l'invitation. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir. Nous parlerons ensemble du face-à-face qui a eu lieu sur BFM TV de Gabriel Attal, donc l'espèce de grand oral, le feu roulant de questions qu'il a subi de la part des journalistes et de l'impression qu'il nous a donnée sur ses propos et sur son attitude d'ailleurs. Voilà, peut-être que, est-ce que vous l'avez regardé, vous en avez pensé quoi d'emblée? Oui, alors pour première impression, je pense que bon, M. Attal est un homme de dossier, hein, ça, à l'évidence. Il arrive à maîtriser tout un panel de sujets différents. Je pense que son parcours éphémère dans différents ministères le montre. Hein. Et donc, de ce côté-là, c'est un exercice qui a été fait pour lui. Oui, c'est vrai. Face à un jury, en fait, il a l'habitude, il a été moulé à la louche comme ça depuis le collège. Comme le camembert. Donc, je ne suis pas très étonné qu'il s'en soit bien sorti. Maintenant, il s'en est bien sorti sur le plan technique. Est-ce qu'il a permis de donner une image de lui qui le rende rassurant vis-à-vis des Français? Parce que, bon, il l'a bien dit d'ailleurs lui-même, c'est ce qu'il cherche à faire. Je ne suis pas certain. Ouais, c'est un peu l'impression que j'ai aussi. Effectivement, les journalistes sont un petit peu... on va dire, sollicité de manière un petit peu ardue. Et je trouve qu'il a gardé son calme tout de même, mais ça transmet quand même une image de Premier ministre un peu frêle, je trouve. Ouais, c'est un peu, pas forcément très solide sur ses bases, à ce point de vue-là, sur l'autorité notamment. Eh ben, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Est-ce que ça t'a donné l'impression qu'il avait une posture gaulliste? Parce que moi, ça m'a fait penser forcément aux grandes conférences de presse que donnait le général de Gaulle, qui durait pareil des heures. J'ai pas eu l'impression qu'on était dans la même scénographie ni dans la même situation. Mais j'aimerais avoir ton opinion. Non, je trouve pas. Effectivement, j'ai l'impression que, comme tu en parlais tout à l'heure, on aurait dit un grand oral de l'ENA, effectivement, où il répondait aux questions des journalistes qui le bousculait un petit peu, mais il était assez chahuté. Voilà, je trouvais pas qu'il avait la prestance et la colonne vertébrale effectivement d'un Premier ministre, d'un homme d'État. Donc, je n'ai pas ressenti effectivement ce sentiment d'incarnation de la fonction en réalité. Donc, c'est dommageable pour lui parce que je pense en plus que c'était un exercice dans une période électorale, voilà, puisque on sait que Valérie Hayé n'est pas en odeur de sainteté dans les sondages, donc c'était aussi une façon de... ouais, c'est ça. Nulle part, je pense. Exactement, donc je pense que c'était aussi une façon de faire campagne. D'accord. Et alors, donc tu n'as pas ressenti d'impulsion gaulliste lors Exactement. de l'exercice, quoi. Pas du tout. Alors venons-en donc à Impulsion Gaulliste. Explique-nous un peu ce que c'est, qui le compose, quel est votre objectif, quel est votre statut déjà? Oui. Est-ce que c'est un mouvement, un parti? Est-ce que c'est autre chose? D'accord. Alors, Impulsion Gaulliste, et depuis quand ça existe aussi? Alors, voilà, donc ça va faire un petit peu moins d'1 an que nous existons. Ah oui, d'accord, c'est très récent. Voilà, c'est très récent. Donc, nous sommes une association, mais voilà, nous sommes
comment dire, un mouvement programmatique. Nous ne sommes pas un parti. D'accord. Donc, oui, vous n'êtes pas soumis au même régime que les partis. Voilà, donc nous sommes vraiment transpartisans. Nous travaillons voilà, donc, avec tous ceux qui se réclament du gaullisme. Donc, puisque voilà, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup se réclament du gaullisme, surtout à droite, mais même à gauche. Hein, on va dire que, comme l'explique bien notre ami Pierre Mananti, que nous avons interviewé récemment, donc une grande partie de la droite se réclame du gaullisme, mais aussi de la gauche, puisqu'il y a le gaullisme social, qui s'inspire en réalité de la pensée catholique, sociale du général de Gaulle. Et donc, même certains à gauche voilà, s'en réclament. Et donc, on pensait que c'était véritablement la bannière la plus fédératrice, en fait, pour ceux qui se réclament du gaullisme. Et on s'est dit, bah voilà, suite aux présidentielles dernières, on voulait essayer de lancer une sorte de mouvement pour rassembler toutes les bonnes volontés. Donc, nous sommes résolument souverainistes, bien sûr, mais simplement, voilà, on voulait donner les moyens aux jeunes et moins jeunes qui voulaient s'investir dans la vie de la cité, leur donner un bagage politique, enfin des armes intellectuelles. Et donc nous avons créé ce mouvement qui, sous la forme d'un laboratoire d'idées, hein, un think tank, nous avons plusieurs missions. Donc la première, forcément, c'est donc de rassembler tout simplement toutes les bonnes volontés qui se réclament du gaullisme. Est-ce que vos adhérents sont eux-mêmes dans des partis ou non? Ou quel est le profil un peu Exactement. Donc en fait, nous avons des adhérents qui sont dans des partis. Donc nous sommes simplement voilà, la jonction entre les différentes personnalités pour que chacun travaille ensemble. Mais il y en a aussi certains qui ne sont pas encartés. C'est par exemple mon cas. Je suis encarté nulle part. Mais justement, c'est le caractère transpartisan qui m'a plu, puisque effectivement, parfois, c'est difficile de trouver dans l'offre politique française quelqu'un qui nous convient véritablement. Et donc, chez Impulsion Gaulliste, on s'est dit, bah voilà, la bannière du gaullisme est d'après nous la plus adaptée pour rassembler. Et donc, on va avoir des gens qui sont de tous les bords. Par exemple, nous avons Nino, que vous avez interviewé récemment. Il est chez nous, donc voilà, qui se réclame plus proche du communisme, voilà, chez les jeunes souverainistes. Et nous avons, par exemple, des jeunes de chez Dupont-Aignan, LR. C'est un éventail assez large. Exactement. Donc, et quels sont les travaux? Vous faites des notes de synthèse? Vous faites des conférences ou peut-être des sessions de formation, ce genre de choses? Alors, en fait, voilà. Où est-ce que vous êtes implanté aussi? Un petit peu partout en France. Donc, on a des commissions départementales, enfin des équipes départementales. Donc, on en a pas mal dans le sud, dans l'Oise, Paris, un petit peu partout. Donc, et localement, on va organiser des événements. Donc notre seconde mission, en fait, c'est la formation. Donc, des élus de demain, des élus, de toute personne qui voudrait s'investir dans la vie de la cité, tout simplement. Donc, notre mission, ça va être de les former, de leur donner un bagage intellectuel. Donc, on va organiser localement des événements. Par exemple, on va faire visiter une centrale nucléaire avec un ingénieur qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Ça va loin. Une industrie, donc localement, une grande boîte voilà, on va aller visiter l'usine. Donc c'est quoi? Ce sont des gens qui... Parce que la centrale nucléaire, ça ne se visite pas comme ça. Bien sûr. C'est dans nos projets. Voilà, donc ils font partie de l'Impulsion Gaulliste. Exactement. Donc on fait travailler le réseau pour tenter de montrer sur le terrain comment ça fonctionne aux gens, puisque souvent c'est loin, c'est le risque d'être déconnecté en réalité. Donc on va sur le terrain leur montrer comment ça marche. Aussi un bagage culturel, intellectuel, leur faire visiter des monuments historiques pour leur rappeler l'histoire de France, puisqu'il faut être enraciné, il faut ne pas être déconnecté de la tradition française et de toute l'histoire millénaire, c'est important. Donc on organise des événements. Au-delà de ça, sur la formation, donc, on réfléchit aussi à créer de la formation en ligne. Je travaille à ça en ce moment. Donc que ce soit du droit, de la science politique, des choses comme ça. On va déployer ça. C'est quoi? C'est des dossiers. Et quel est parce que là, je vois bien le côté, pratique de la chose, qui d'ailleurs est assez... je trouve ça assez remarquable de faire ce genre de choses.
Mais quel rapport avec le gaullisme? Parce que jusque-là, le gaullisme ne consiste pas, a priori, à visiter forcément des centrales nucléaires. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que le gaullisme est une politique nucléaire, en quelque sorte. Alors, en fait, tout simplement, on veut recréer le compagnonnage gaulliste. Donc, en local, on veut vraiment que les gens soient soudés, même si on a des divergences d'opinion, en réalité. Voilà, on veut rassembler juste de tous ceux qui se réclament du gaullisme jusqu'aux communistes. On sait que le Front populaire, etc., c'était quelque chose d'assez... En fait, le gaullisme, il y a une sorte de nostalgie de cette époque, en fait, puisque c'était une période d'unanimité, où il y avait effectivement... tout le monde travaillait ensemble post-guerre, donc on essaie de rassembler donc là, avec cette cette philosophie. Le gaullisme CNR. Exactement. C'est celui du GPRF. Oui, c'est ça, parce qu'il faut préciser. Sinon, Voilà, oui, parce qu'il y a plein de D'accord, courants qui sont, qui effectivement après la mort, puisque le général de Gaulle a choisi de ne pas comment dire, définir le gaullisme de son vivant. Par la suite, il y a plein de courants qui sont arrivés. Donc, je parlais tout à l'heure du gaullisme social, mais effectivement, on essaie de rassembler avec cette bannière qui, d'après nous, est la plus rassembleuse. Donc, c'est pour nous le bon avatar, je pense. Et le but, voilà, c'est de solliciter les citoyens, leur donner l'occasion et les armes pour participer à la vie de la cité. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui se réclament du gaullisme en France. Alors peut-être qu'on pourra peut-être discuter, avoir ton opinion à ce sujet. Mais souvent, c'est un peu, comment dire, soit c'est dans la nostalgie, soit c'est dans la rétrospective, soit c'est dans la vénération, soit c'est dans la posture aussi, il y en a. Mais c'est rarement, et je trouve que c'est assez intéressant, d'où le terme d'impulsion, qui pour le coup est bien trouvé, vu le projet, de l'idée de recréer par la base, et en quelque sorte l'unité par l'action. C'est-à-dire, on est tous dans le même bateau, et donc il faut qu'on rame de concert, et on va appeler ça le gaullisme, en quelque sorte. Non, que le gaullisme, c'est une galère. Je ne voudrais pas que l'analogie fausse la perception que j'en ai, ni que je voudrais en donner. Mais c'est intéressant parce que je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent. Enfin, je ne sais pas, toi, si tu as déjà vu des... Kylian, Enfin, je ne sais pas si tu partages mon opinion sur le fait que souvent le gaullisme, c'est un peu une muséification. On va voir... il y a plusieurs choses, il y a plusieurs phénomènes. Il y a effectivement un modèle... il y a un phénomène de muséification, si tu veux, d'adoration, voilà, ou de vénération, peut-être moins forte, de manière moins prononcée, de vénération d'une idole, c'est-à-dire le général de Gaulle, et à travers lui, tout ce qu'on veut lui faire dire, bien sûr, puisque voilà, on les voit prendre une citation par-ci, prendre une mesure par-là. Il y a plein de choses comme ça, ce qui fait qu'il y a un spectre, effectivement, comme tu disais, Brice, d'attachement au général de Gaulle qui est beaucoup plus vaste que ensuite l'a été le RPF ou le RPR. Donc ça, effectivement, c'est un premier phénomène. Il y a aussi un phénomène de nostalgie, tu en as parlé, c'est-à-dire que c'est vu comme, disons, on va dire les années, pas 45, mais même les années, les mandats du général de Gaulle sont vus comme un pays de cocagne. Avec tous les écueils que ça comporte, bien entendu, mais même si ça met en balance notre société actuelle, c'est tout l'enjeu de ce genre de comparaison. Et puis enfin, il y a une problématique institutionnelle, parce que le général de Gaulle a été l'homme de notre République, même s'il n'est pas l'auteur de l'ensemble des institutions qui composent notre République, il n'en est surtout pas l'auteur technique, c'est surtout un instigateur plus qu'autre chose. Et donc, les évolutions de notre République renvoient à sa figure, qui a été celle qui a incarné, disons, la République pure, la 5e République dans toute sa pureté. Exactement. Et effectivement, on a l'impression que le gaullisme est un horizon indépassable. Et nous, justement, on veut essayer de ne pas être dans la nostalgie pure. Une réactualisation. Voilà, en réalité, en fait, on essaie comment dire, on essaye de trouver de nouvelles idées, on va générer des nouvelles idées, on a regardé tout simplement ce qui se faisait un petit peu à l'étranger. Donc que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou dans d'autres pays anglo-saxons, il y a souvent des think tanks qui vont reprendre les idéaux d'une grande figure et qui vont essayer de les réactualiser. Donc
Je pense à la Edmund Burke Foundation aux États-Unis. En Angleterre aussi, il y a beaucoup de think tanks qui sont voilà, qui reprennent des idéaux et qui vont essayer de réactualiser. Donc, on s'est dit pourquoi pas en France. C'est vrai que sous une bannière qui rassemble. Donc, on va essayer de générer des nouvelles idées. Donc, comment notre troisième mission, justement, ça va être à travers des commissions thématiques, sécurité, économie. On va en réalité, donc, avec des experts qui font partie de notre réseau, élaborer des propositions. En fait, on va faire un travail de fond et on va générer des notes techniques sur des sujets bien précis qui voilà, nécessitent souvent une expertise et que les élus n'ont pas les ressources en réalité. Donc, je vous donne un exemple, par exemple, sur l'euro numérique ou sur le traité de l'OMS. Voilà, c'est des sujets tellement techniques qui sont difficilement abordables. Donc on va traiter le fond, on va regarder ce qui se fait dans le monde entier sur ces sujets. On va essayer aussi avec nos experts de réfléchir à des solutions pratiques et on va produire donc des notes pour des propositions clés en main. Donc en fait, vous êtes en contact régulier avec les élus? Oui, exactement, oui, voilà, c'est ça. Donc vous êtes complètement connecté. Alors prenons un exemple par exemple pour voir quel est votre point de vue par exemple sur une chose comme le traité de l'OMS. Alors, quel est le point de vue que vous défendez? Est-ce que le traité de l'OMS est-il gaulliste, si je puis dire? En tout cas, oh mon Dieu. À quel point voilà, Alors, comment traduiriez-vous le gaullisme en langue par rapport à l'OMS, je veux dire? D'accord. Par rapport à ce traité, plus exactement. On va parler de droit international. Donc tout simplement, le traité de l'OMS, donc c'est un traité international qui vise donc à donner un pouvoir supranational à l'OMS sur les questions médicales en cas de nouvelle pandémie. Donc c'est un sujet qui est très peu discuté en fait dans les médias, puisque ça date de quand cette idée? Alors ça fait environ un petit peu plus de 2 ans que c'est sur le feu, mais en réalité vu qu'il y a des discussions qui sont tenues petit à petit, là, donc il y a une nouvelle version révisée de ce traité qui est sorti il y a 2 jours je crois. Et dans ce traité-là, dans cette nouvelle version, le mot shall en anglais, donc devoir, doit, DOIT, apparaît je crois près de 115 fois. Donc en réalité, c'est qu'il serait juridiquement contraignant si la France le signait. Donc certains États dans le monde ont déjà annoncé qu'ils ne le signeraient pas. La Louisiane récemment donc, a fait passer un projet de loi pour dire que ça ne s'appliquerait pas à eux. Et c'est vrai qu'en France, on dirait que... on n'entend pas tellement parler. On n'entend pas parler, effectivement. Alors déjà, l'OMS peut être rappelé, c'est quoi le statut de l'OMS? C'est une organisation internationale. Qui est liée à l'ONU. Qui est liée à l'ONU, donc qui est financée par les États. Et les États ont chacun un représentant, c'est ça? À l'OMS. C'est ça. Alors, oui, c'est ça. Alors en réalité... Après, bon, non, je te laisse. En réalité, donc l'OMS n'est que partiellement financé par les États. D'ailleurs, il y avait une certaine opacité, c'était pas très clair là dernièrement, donc il y a eu certains scandales. Aujourd'hui, c'est monté à 50%. Les États financent à 50%, je crois, l'OMS. Le reste, ça va être des fondations, Fondation Gates, Fondation Rockefeller, etc. Donc derrière, il y a tout de même des financements de fondations qui se veulent philanthropes, mais sous couvert d'intérêts privés et avec une idéologie malthusienne. Donc, mais surtout, je sais pas, moi j'avais compris que les fondations de ce type-là servaient aussi pas de blanchiment, mais c'est exagéré, mais d'évitement fiscal. Quoi. Oui, effectivement. Une manière pour les grandes fortunes de... Oui, de l'impôt, quoi. Voilà, c'est ça. On est dans un phénomène très très américain, finalement, de charité privée, qui au passage, permet l'évitement de l'impôt. Bon, cela dit en France aussi, donner à des associations de charité permet d'éviter l'impôt, puisqu'il y a un abattement. Oui, sauf que là, elles sont créées par les personnes, elles portent leur nom. Exactement, et donc il y a un véritable réseau de mainmise sur ces institutions, puisque par le financement, les institutions sont dépendantes. Et en réalité, c'est un vrai risque pour la souveraineté des États, mais de chaque État dans le monde, c'est terrible. Et ce traité, personne n'en parle dans les médias, donc on va travailler sur ce sujet, on travaille activement dessus, pour essayer de produire des notes. Là, c'est un côté lanceur d'alerte. Exactement.
D'accord. Bon, on verra ce qu'il en pense. J'avoue que moi, je ne suis pas très au courant. Je n'avais pas tellement entendu parler de cette histoire de traité de l'OMS. Donc l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, je précise. Cette idée est surgie lors de la pandémie Covid. Oui, en fait, c'est vrai. Maintenant que vous en parlez, je me souviens avoir entendu, mais je ne savais pas. Ils ont travaillé en souterrain. L'idée, c'était, dès le départ, dans les premiers mois, les premières critiques ont flambé. Quand je dis les premiers mois, ce n'est pas les premiers mois chez nous, c'est les premiers mois de l'apparition en Chine, donc à la fin 2019. Les premières critiques fusent contre l'OMS qui est incapable d'accomplir des missions de prévention et qui donc n'a soit pas de moyens matériels suffisants, soit pas de moyens humains suffisants, soit pas de moyens juridiques suffisants. Et donc cette idée est née dans ce creuset en fait. En même temps, quelle prévention aurait dû-elle faire? C'est quand même assez étrange. Je veux dire, la santé publique relève des États. C'est eux qui sont directement appliqués. Je veux dire, les hôpitaux, etc., dépendent à un moment donné des États. Après, l'OMS intervient beaucoup, soit directement ou indirectement, plutôt indirectement d'ailleurs par le biais d'associations, dans les questions épidémiques, mais en fait on ne le voit pas en Europe parce qu'il y a plus de problèmes épidémiologiques en Europe, à peu de choses près. Mais par exemple, le choléra, la malaria, la polio du temps, il y en avait encore beaucoup. Je comprends je trouve les critiques étranges vis-à-vis de... Tu vois, qu'est-ce qu'on aurait dû attendre de l'OMS qu'elle aille contrôler tout... Alors, certains déploraient qu'en fait, il n'y ait pas de concertation internationale et en fait, que chaque État applique une politique spécifique et certains disaient voilà, ça aurait dû être de concert, la même politique pour tous. Sauf que effectivement, personne n'était d'accord. On commence à se rendre compte qu'effectivement, il y a certaines décisions qui n'étaient pas basées sur des faits juridiques, des faits scientifiques. Puis la science évolue, on se rend compte que certaines décisions étaient finalement pas aussi efficaces que ça. Les confinements, on se rend compte aussi aujourd'hui de l'impact économique que ça a eu. Le quoi qu'il en coûte, etc. Oui, bien sûr, c'est en réalité, voilà. Et le but de ce traité, en réalité, c'est de rendre juridiquement obligatoire les décisions de l'OMS. Moi, ça me rappelle juste c'est un coup d'État. Pour faire une analogie, c'est-à-dire que on nous fait la même sauce mais à l'échelle mondiale qu'avec l'UE, qui se dit tiens, comme il y a une crise, on va être plus d'Europe pour résoudre la crise qui a été causée par l'UE. Alors là, en l'occurrence, la pandémie n'a pas été causée par l'OMS, mais c'est l'impression que c'est les administrations qui, une fois qu'elles ont un périmètre de pouvoir, font tout pour le justifier toujours plus et accroître leur emprise sur... Et c'est le fait de toutes les institutions. Toutes les institutions cherchent à étendre le domaine de leurs actions. Oui, bien sûr. Mais après, j'ai quand même du mal à voir, de leur point de vue, pas d'une autre, comment l'OMS espère avoir les moyens pour, même une fois mise juridiquement en possibilité d'agir de manière contraignante, comment elle sera en mesure à la fois de faire respecter ses décisions, de contrôler le respect de ses décisions. Ça me paraît une tâche titanesque. Si elle n'avait pas les moyens si les critiques qu'on lui exposait au début portaient déjà sur le manque de moyens vis-à-vis de la prévention, on ne voit pas comment elle pourrait faire une quelconque politique. Et là, en fait, il se projette, puisqu'il parle de maladie X, et il parle d'une maladie X en prévoyant une future pandémie qui pourrait advenir dans les 10 ans, dans les 15 ans. Et tout simplement, il se dit il faudrait avoir une politique commune au niveau global. Donc là, on est vraiment dans le globalisme. Si on sait très bien que si pandémie il y a, elle ne va pas apparaître à Chypre. Ouais. On sait les endroits où elles vont apparaître. Donc c'est ces pays-là qu'il faut surveiller. C'est pas d'organiser un grand on connaît plus ou moins les pays à risque. Alors là, le problème, c'est effectivement, comme tu dis, il y a une volonté d'essayer d'étendre, de se justifier son existence, ses missions. Et effectivement, là, on part dans le globalisme en essayant de grignoter de la souveraineté aux États. Et alors, comme on disait, effectivement, même s'ils ont les moyens juridiques de rendre contraignantes leurs décisions, parce que là, c'est juste des conseils qu'ils donnent. Mais si demain, il y a une nouvelle pandémie et qu'ils nous obligent à nous confiner, à nous vacciner,
Dès lors, eh bien, tout recours juridique sera très compliqué. Hein. Oui, je comprends. Face à une obligation vaccinale décidée par l'OMS, ce sera encore plus difficile que la fois dernière. D'accord. Bon, ben, écoutez, à surveiller, affaire à surveiller. Mais donc oui, vous donnez des notes aux politiques dans le sens de la non-ratification de ce traité. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est une bonne chose, je pense. Alors, qu'avez-vous pensé, donc, on a parlé un peu tout à l'heure de la prestation du Premier ministre, de Gabriel Attal, sur BFM TV vendredi soir, je crois, ou non, jeudi soir. Jeudi soir. Quels sont les points? Alors, il y a eu beaucoup de choses, ça a duré 2 heures, évidemment, on ne va pas pouvoir tout commenter. Quels sont les points qui vous avez retenus le plus, qui vous ont le plus marqué, en bien, en mal? Quels sont les commentaires que vous y porteriez, Alors, effectivement, on va revenir de manière un peu générale, parce que ça a été très dense, effectivement. Peut-être qu'on pourrait évoquer, effectivement, ces déclarations vis-à-vis de l'Iran, puisqu'il y avait quelque chose d'intéressant. Il disait effectivement qu'on discutait avec tout le monde dans ce secteur-là, et qu'effectivement, il y avait un dialogue possible. Donc, Kylian, tu voulais peut-être développer Oui, alors si tu veux développer sur autre chose, c'est que tu veux parler de la sécurité. Allons-y. Oui, alors c'était assez intéressant de sa part d'évoquer ce sujet, puisque ça donne à la France une position particulière dans la région, bon, à la fois quand même très orientée vers Israël, sans pour autant être l'allié privilégié comme le sont les États-Unis, même si la relation s'est distendue ces derniers mois. Et même si, d'ailleurs, vis-à-vis de l'Iran, nous nous opposons sur de nombreux sujets, en mer Rouge, en arabo-persique, en Syrie, sur l'alliance turque, bien sûr, puisque l'Iran ne peut pas avoir la Turquie en peinture, parce qu'elle représente à la fois c'est une puissance régionale sunnite, qui lui est opposée, en plus depuis que l'AKP est au pouvoir, c'est encore pire, mais en plus c'est la monstruosité laïque de la République turque, donc vraiment on a deux modèles très très opposés, donc tout ça nous oppose plutôt à l'Iran, mais pour autant nous avons toujours des rapports diplomatiques avec l'Iran, et donc la France a, je ne dirais pas un coup à jouer parce qu'il n'y a pas de coup à jouer réellement, mais pourrait prendre, je dirais, une position de figure médiatrice. Alors, bon, là, les échanges israélo-iraniens de missiles balistiques et drones dans le cas iranien, juste drones dans le cas israélien, ressemblent, à mon avis, mais je peux me tromper, à une mise en scène. Oui, les récentes frappes de l'Iran sur uniquement des cibles militaires, toujours. La défense israélienne, alliée aux Américains et aux Britanniques, était pour intervenir lors de l'attaque iranienne, ce qui me fait dire qu'à mon avis, l'Iran a prévenu en fait qu'elle allait attaquer des heures avant qu'elle le fasse. Il y a beaucoup plus de ressources et de moyens que ça, donc effectivement, comme tu dis, ça ressemblait à quelque chose de... Et puis si elle voulait terroriser la population israélienne en lui disant « vous vous calmer », elle aurait visé les centres urbains. Là, clairement, l'objectif, c'était pas de faire de morts civiles. Moi, puisque vous avez commencé d'emblée par ce par quoi Attal a terminé, c'est-à-dire la politique internationale, ce qui m'a frappé, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. Alors, je n'ai pas retenu sur Israël-Iran, c'est vrai que c'était intéressant ce qu'il a dit, mais bon. Par contre, il a débité des sornettes sur la Russie, c'était assez calamiteux, au point de vue économique, en nous disant que si la Russie gagnait... Alors, c'est amusant parce qu'on voit que le discours a changé. C'est-à-dire que, ça c'est une chose que j'avais déjà notée, on est passé de... il faut aller punir Poutine de cette guerre, on va aller le chercher à Moscou, hein, souvenez-vous, c'était il y a encore un an et demi, à il faudrait que la Russie ne gagne pas, et maintenant on en est à on va faire en sorte que l'Ukraine ne perde pas trop, quoi. Et c'est un peu la position que lui-même a adoptée. Je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, mais on commence à voir la palinodie, le revirement complet, et bientôt ce sera une capitulation à race campagne. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais ça montre que déjà leur position, leurs exigences se sont dégradées au fur et à mesure. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a raconté des sornettes invraisemblables. Il a dit que si la Russie gagnait, il y aurait inflation phénoménale, qu'ils allaient nous priver de céréales, nous priver d'énergie, ce qui est aberrant quand on connaît le modèle russe. Quand il dit, effectivement, j'entends certains qui disent qu'on doit sortir du marché commun de l'électricité, etc. Oui, il a fait vraiment un... On sent que sur cette question en particulier, ils ont une doctrine
ou plutôt une technique d'endoctrinement des masses, et on sent que c'est relié d'ailleurs à la campagne, en fait, directement, puisque toute leur campagne aux européennes a consisté à dire aux gens, si vous ne votez pas pour Valéry Ayer, vous êtes pro-russe. Grosso modo, on voit d'ailleurs la différence qu'il y a entre la question, disons, on va dire israélo-iranienne pour la réduire, et la question russo-ukrainienne. C'est-à-dire qu'on voit que dans ce premier cas, comme tu disais, il y a, oui, une doctrine qui est une doctrine de gouvernement, sur la position qui est décidée par les têtes de l'État et en fait par le chef de l'État. Et indépendante de la réalité de terrain. Et dans le cadre, évidemment, d'une coalition internationale qui a fait l'OTAN, hein, bon, et d'autres, il y a certains autres États qui y participent, mais bon, c'est anecdotique. Et la question israélo-iranienne, où là, on est plus face à une doctrine diplomatique. On voit que le ministère des Affaires étrangères est beaucoup plus présent sur cette question, mais qu'il a été écarté de la question russo-ukrainienne pour le moment, parce qu'il finira par revenir. Oui, forcément. À un moment donné, les armes se tairont. Et donc, le deuxième point qui m'a marqué sur cette question-là, alors, c'est pas de l'international, mais ça s'y rattache à cause de la situation, c'est Mayotte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un mot, là, c'est la faute de BFM aussi, il n'y a pas eu un mot sur Mayotte. C'est-à-dire qu'en France, on a un Premier ministre qui trouve normal de s'égosiller sur, donc, soit l'Iran, alors l'Iran, ils ne sont pas tellement égosillés, mais contre la Russie, on va aller se battre pour la Crimée, pour je ne sais pas quoi, enfin. Mais sur Mayotte, il n'y a pas un mot. Alors que la situation à Mayotte est absolument déplorable, qu'on a affaire à une invasion, en fait, c'est ça, une invasion non militaire de la part essentiellement des Comores, même s'il y a aussi des Malgaches, même s'il y a aussi d'autres sources d'immigration. Et en plus, les Comores sont soutenus en sous-main par la Russie. Donc en fait, on a affaire là à une invasion de territoire quasi militaire, une prise de contrôle, ou en tout cas un débordement des forces de l'État présentes sur ce territoire-là, où la population est absolument terrorisée, mais on n'a aucune réaction de la part du Premier ministre. Effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, puisque à Impulsion Gallus, nous travaillons sur la notion de migration instrumentalisée, militarisée. En fait, en anglais, on parle de weaponized migration. Et c'est en fait l'utilisation des flux migratoires à des fins militaires. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu encore au niveau du droit international. C'est quelque chose qui est intéressant de travailler sur ça. Et donc, ça peut se rapporter aux pratiques. On parle de guerre de 5e génération, hein, donc c'est des guerres asymétriques. Parfois, c'est pas État contre État, ça va être des organisations les unes contre les autres. Donc, ça va se rapporter par exemple aux activités de Soros qui va financer les déplacements de population à la bordure sud des États-Unis, ou on peut aussi penser aux déclarations d'Erdogan qui avait dit les Français feraient mieux de de faire attention à la diaspora turque, je pourrais déstabiliser le pays, etc. Donc il y a cette notion effectivement d'utilisation des migrations, et comme tu le disais, c'est le cas aussi à Mayotte, et aucun mot dans les médias, c'est très intéressant. À Mayotte, je ne sais pas, la solution que je préconiserais, c'est contingent militaire, comment on appelle ça, pas couvre-feu, comme on appelle quand les loi martiale et compagnie, et pouvoir de police délégué. Parce que la police ne sert plus à rien, on a affaire à des gens, un siège, on contrôle les gens systématiquement, tous ceux qui ne sont pas français et mahorais, et qui n'ont pas de papier, enfin qui ne sont pas en règle, dans un camp, ensuite des barges, on met tout le monde direction les Comores, et puis c'est réglé. Il n'y aura personne pour protester. Enfin, si, évidemment, ils vont protester, patata, mais il n'y a personne en face. On est dans une situation où on se fait mettre la misère par des populations venues du pays qui, je sais pas, c'est le 10e pays le plus pauvre au monde, un truc comme ça. En fait, c'est grand comme l'île d'Oléron. La France craint une réaction diplomatique disproportionnée, alors que je pense qu'effectivement, en fait, personne ne bougera pour les Comores. Bien sûr, ça montrera que la France se fait respecter. Simultanément, ça renvoie à beaucoup de choses sur nous-mêmes. C'est-à-dire que les Comores sont soutenus par la Russie en sous-main, probablement pas que par la Russie d'ailleurs. Mais tu parlais de weaponized migration, on l'avait déjà vu. Souvenez-vous, alors je crois que c'était l'année dernière, lorsque un flux de migrants qui venaient alors partiellement d'Asie, partiellement d'Afrique. Tu as parlé de la Turquie, c'est ça, non ? Non, il y avait la Turquie, mais il y a eu aussi le passage par la Biélorussie. Oui, c'est vrai. Avec la frontière où on voyait les gardes frontières polonais, avec une frontière qui est quand même qui est hérissée de grillages, il y a même parfois des barbelés, qui essayaient de repousser en fait des migrants qui venaient depuis la Biélorussie. Donc en fait, la Russie sait le faire. Et
évidemment que ce mouvement a été au minimum appuyé, ne serait-ce que logistiquement, par la Russie et pas par la Biélorussie, qui n'est toutefois pas totalement dans la main de Moscou. Donc, si ça ne pose pas de problème avec Mayotte, bon, c'est déjà parce que le problème à Mayotte est ancien, et aussi parce que ça nous renvoie à notre propre rapport à l'outre-mer, ce qu'on appelle l'outre-mer, qui est une expression que je déteste, parce que l'outre-mer c'est une expression totalement coloniale. Outre-mer, métropole, c'est totalement colonial comme expression. C'est resté dans les mœurs, mais je la déteste. Il vaudrait mieux parler de territoire extra-européen de la France, ou non européen de la France. Mais ça nous renvoie à notre propre rapport aux collectivités d'outre-mer, qui ne sont pas véritablement considérées comme en France. Et même dans le langage courant, hein, tu vas en vacances, je ne sais pas, voilà, Martinique, Guadeloupe, Réunion, qui sont les trois pivots, je rentre en France. Mais non, mais tu es déjà en France. En fait, c'est un vrai problème. C'est un problème qui se pose aussi avec la Nouvelle-Calédonie et qui se pose avec l'ensemble de nos territoires d'outre-mer. Et c'est un problème qui est très vaste. Il y a plein de questions qu'il faut se poser à ce sujet. Que fait-on si une de nos collectivités d'outre-mer, même inhabitée, prenons exemple Clipperton, le Mexique qui revendique l'îlot de Clipperton, non, pardon, c'est pas Clipperton, c'est dans le canal du Mozambique, excuse-moi. C'est Isla de Guadalupe, je crois, oui, au large du Mexique, donc côté Pacifique. Si le Mexique débarque des troupes, ou même d'ailleurs... comme les Malouines, quoi. Comme les Malouines, mais c'est inhabité. Hein. Oui, ou si justement, je ne sais pas, la Tanzanie débarque des troupes en Clipperton, si l'Inde débarque des troupes dans le canal du Mozambique au Clipperton, on fait quoi? Et ben la réponse, c'est pas attention, si vous passez le Rhin, vous allez vous prendre quelque chose sur la tronche, on sait bien quoi. Par contre, si vous passez, si vous débarquez sur les plages d'un territoire d'outre-mer, je ne suis pas certain qu'on ait la même réaction. Et c'est une vraie question. Et dans le cas effectivement de Mayotte, il y aurait des solutions, mais je pense qu'il y a un défaut de courage politique. Parce que nous, on a travaillé par exemple sur l'externalisation des demandes d'asile. Donc on voit l'Angleterre essayer de le faire en externalisant le traitement des demandes d'asile au Rwanda. Il y a eu tout un imbroglio juridique, ils se sont fait retoquer par le juge puisqu'il fallait définir qu'est-ce qu'un pays sûr, etc. Mais si on s'en donnait les moyens, on pourrait avoir cette politique à Mayotte. On voit par exemple l'Australie qui a une politique de migration assez stricte et qui utilise justement ce levier d'externalisation de l'étude de la demande d'asile. On pourrait l'appliquer à Mayotte, sauf que voilà, on voit bien que le gouvernement n'a pas ce courage ni cette volonté. En fait, pour l'Australie, c'est intéressant parce qu'il y a même un double phénomène. Il y a à la fois effectivement externalisation dans des pays voisins, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, voilà, sur son pourtour nord, et aussi l'Australie a transformé deux de ses possessions fédérales, les îles Christmas et les îles Coco, en véritable Ellis Island contemporain. C'est-à-dire que en fait, on les dirige vers ces îles. Et c'est ici en fait, c'est là que sont traitées les demandes. Et jamais ils ne posent le pied sur le sol australien. Bon, pour revenir sur Attal, parce qu'on voit bien qu'Attal n'a pas la carrure pour faire ce genre de choses, quels sont les autres? Moi, j'ai été assez frappé par ce qu'il a dit aussi sur l'éducation et sur la sécurité. Donc ça rejoint un petit peu Mayotte, quelque part. On voit bien qu'il a des idées qui ne sont pas forcément mauvaises. Il les exprime de façon assez claire, etc. Mais derrière, on sent qu'il n'y a rien, quoi. C'est du flanc, quoi. Enfin, moi, je ne sais pas comment vous le percevez, mais on verra ce qu'il en sera avec l'éducation, peut-être. Il a prévu toute une série de mesures. Alors, je pense que c'est effectivement des mesures qu'il faut prendre, peut-être pas toutes, mais il faut aller vers un raidissement, clairement, dans l'éducation et de façon générale dans l'encadrement de la jeunesse en France, quoi. C'est pas possible. On a des affaires encore toute la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Ça devient maintenant quotidien, entre des problèmes liés à la religion, des problèmes liés à l'ultraviolence, des problèmes liés, souvent les deux d'ailleurs, c'est souvent en partie lié ou en partie ça s'entrecroise. On sent qu'il verbalise beaucoup, et là je dis Attal, mais c'est toute cette clique en fait,
mais que derrière, comme c'est des problèmes qui ne les concernent pas, auxquels ils n'ont jamais été confrontés, eh ben, il se passera probablement rien. Donc prenons date, nous verrons bien, mais quel est votre sentiment, vous, à la fois sur ce contraste que je pressens, et en même temps sur les problèmes qui nous pressent, là, pour le coup. Quand on voit, il y a eu, c'est quoi, l'assassinat de Philippe, là, dernièrement, enfin, c'est des choses absolument horribles, des choses qu'on voit à Mayotte. C'est pour ça que je parle de Mayotte, parce que, quelque part, on se demande si l'avenir de la France n'est pas de devenir Mayotte, dans certains coins. De toute manière, c'est une trajectoire possible, et même probable. Mais d'ailleurs, je crois que il me semble que c'est Apolline de Malherbe qui égrène à un moment les noms des victimes, des enfants. Oui, Chamchéline, Chénia. Ce sont que des gens. Par Philippe, quoi. Oui, qui sont aussi issus bien sûr, de l'immigration et qui sont souvent en fait dans les mêmes quartiers. Bien sûr. Et en fait, ce sont les premières victimes, ça veut dire que ce sont les seules. Il ne s'agit pas de faire une hiérarchisation, bien entendu, mais ça veut dire aussi que ça les concerne et que donc, à la fois, les positions de retrait, à savoir c'est pas chez nous de toute façon, donc ça ne nous regarde pas, ou les positions, disons, victimisatrices d'une partie de la gauche, notamment de la FI, sont improductives. Elles sont plus qu'improductives, à mon sens, elles sont carrément nuisibles. Oui. Parce qu'en fait, elles conduisent ces gens-là à se replier sur eux-mêmes et à se dire la solution ne viendra pas de l'État français, mais viendra de ma communauté, viendra de mon imam pour ceux qui sont musulmans, etc. Et donc, je dois apaiser les choses. On l'a vu avec l'interview de la mère de Samara, qu'elle s'appelait, c'est ça la jeune fille, il y a tellement longtemps que je retiens. Ah oui. La jeune fille qui s'est fait tabasser parce qu'elle était voile, etc. Exactement. Quand on voit la mère, elle a l'accent montpelliérain. C'est-à-dire que la femme est très certainement née à Montpellier. Bien sûr, elle est même des gens tout à fait assimilés. Elle est d'origine immigrée, mais elle est française sans doute de naissance. Donc sa fille aussi. Ouais. Elle est parfaitement intégrée et tout. Et pourtant, elle s'en réfère à une autorité. On sent bien que la religion a une emprise complète. On a une dérive sectaire, là, clairement. Bien sûr. Et ça risque de se multiplier. Effectivement, il faut que les musulmans français comprennent que l'islam en France ne leur veut pas toujours du bien. Voilà. Il n'y a pas de problème pour que les musulmans... L'islam politique, effectivement. Les musulmans soient musulmans en France. De toute façon, on voit bien, il y a des mosquées, il y a tout ce qu'on veut. Après, l'emprise des frères musulmans, mais etc. le plus grand danger, c'est ça. C'est l'emprise que commence vraiment, et de façon maintenant très, très visible à faire. On a vu avec Géox, encore une fois. C'est sans doute un coup d'ailleurs monté. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette femme qui donc intérimaire... Et filme avec son téléphone, à mon avis, c'était prémédité. C'est ça. On a affaire à une déstabilisation un peu tous azimuts. Effectivement, il faut leur faire je commence à être très très inquiet. Parce qu'il y a 2 ans, c'était pas comme ça. Dans 2 ans, ce sera comment, je ne sais pas. Mais exactement. Là, la reprise de contrôle devient, notre changement de nom est assez opportun pour ça, si je puis dire. Mais indique bien le programme, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions drastiques. Et je vais peut-être choquer les juristes que vous êtes. Je ne suis pas certain que le droit y trouvera son compte. Voilà. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est. J'espère que non, mais je ne vois pas bien. De toute façon, si les juristes ne se saisissent pas de la question, il faudra que le politique le fasse. Et il n'attendra pas que la loi évolue. À un moment donné, si ce n'est pas ça, c'est la population qui s'en chargera. Pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, on a un code pénal. Il faut juste l'appliquer. Oui, bien sûr. Parce que Attal faisait des grandes déclarations. Oui, il faut faire une exception d'excuse de la minorité, etc. Exception de la minorité pénale, en fait. Voilà, mais ok, c'est quelque chose qui peut être étudié. Mais effectivement, il y a le Conseil constitutionnel qui a dit si on abaisse la majorité pénale, il faut également la majorité civile. Effectivement, ça c'est une chose. Mais on a un code pénal, il faut juste en fait l'appliquer. En réalité, j'en discutais avec certains criminologues, etc. On a les armes juridiques, c'est seulement que les magistrats ne les appliquent pas et qu'il y a des directives en fait, qui sont n'envoyez pas en prison, on n'a pas assez de places de prison, etc. Il faut construire des prisons. Exactement. Il faut, mais très effectivement, c'est une question de courage politique. On peut expulser les délinquants étrangers, une erreur fondamentale qui est faite. Alors, outre la question effectivement de la criminalité, de personnes qui pourraient être expulsées, qui pourraient faire l'objet de mesures d'expulsion ou de mesures d'éloignement du territoire, c'est pas la même chose. C'est une chose, donc il y a ce volet-là. Mais au-delà de ça, les délinquants ou criminels, les plus rares, qui sont destinés à demeurer sur le territoire, ou du moins qu'on n'envisage pas d'éloigner du territoire pour le moment, pour raison X ou Y,
l'erreur fondamentale qu'on fait, c'est que souvent la délinquance du quotidien qui enfle et qui parfois enfle à la fois en volume mais aussi en valeur, hein, c'est-à-dire en impact sur la société, n'est pas coupée à la racine parce que ne serait-ce que pour une seule raison. Toutes les peines inférieures à 2 ans ne sont jamais exécutées. Bien sûr. Voilà. C'est bracelet électronique, voire on va chercher une peine alternative. Et c'est un vrai problème, parce que en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Bien sûr. C'est sur les peines courtes qu'il faut agir. Qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est pas, la délinquance du quotidien, c'est pas le prédateur monstrueux, il n'y a aucun problème avec ça, mais rare, qui pourchasse des gens, qui tue 10, 15 personnes, qui, je sais pas, d'ailleurs, les femmes. Soit dit en passant, on entend beaucoup moins. Je me souviens dans les années 90, tu as eu toute une série de tueurs en série, c'est le cas de le dire. Il y avait Guy Georges, il y avait, comment il s'appelait, enfin, j'ai plus les noms là, j'ai pas forcément envie de me rappeler leur visage. Francis Saul, mais compagnie, il y avait toujours. Ouais. Et ça, c'était une sorte de grand trope de la vie judiciaire française depuis les années 50, 60, 70, jusque dans les années 2000. Depuis, on n'entend plus jamais parler. Ils sont noyés dans le volume d'horreur hebdomadaire. Mais en ce moment, la série est différente. La série macabre, malheureusement, est tout à fait différente. Mais je rebondis sur ce que tu disais. Effectivement, les peines en dessous de 2 ans ne sont pas appliquées, c'est-à-dire qu'on ne va pas les envoyer en prison. Maintenant, il faut regarder ce qui marche à l'étranger. C'est-à-dire qu'on regarde par exemple le président Bukele du Salvador, comment il a fait pour faire passer le Salvador, le pays le plus dangereux, le plus criminogène de la région, peut-être même du monde, à un safe place. Et en fait, il a construit un maximum de prisons et il a mis en place un arsenal juridique pour envoyer tous les membres de gangs, les personnes, des criminels, les multirécidivistes, les envoyer en prison de manière massive. Et aujourd'hui, effectivement... D'ailleurs, c'est assez... Parce que tu parlais de couper à la racine, mais le problème, c'est qu'on sait, par exemple, que soit en Afrique ou en Asie, mais je pense plus à effectivement, le Salvador ou ce genre de pays, très souvent, les gangs prospèrent là-dessus. C'est-à-dire que les recrues se font parce que d'abord elles sont un petit peu délinquantes, elles traînent dans la rue, elles commencent à faire des larcins pour leur compte, et puis elles tombent sur plus fort que lui, évidemment. Et donc il lui dit maintenant tu te soumets ou je t'explose, etc. Et donc c'est comme ça qu'en fait ils sont recrutés, violence par violence, et ils finissent meurtriers. L'intérêt des sanctions immédiates. Et donc on va vers une ganguisation de la France. Quoi. Oui. C'est ça le gros danger. On en a à Marseille. Hein. Oui, bien sûr. On y va au sens où ce serait encore pire qu'aujourd'hui, mais dans certains quartiers c'est déjà le cas. L'intérêt d'une pénalisation et d'une sanction immédiate à la première infraction commise, je ne parle pas des contraventions, je parle des délits et crimes, aux premières infractions commises, c'est que on rompe le cursus honorum. C'est un cursus honorum. Tu commences petit, c'est l'idée. Et c'est rompre immédiatement cet axe est indispensable pour éviter des phénomènes de coalition de gangs, et pour éviter, pour rompre aussi des relations, un environnement dans lequel ce type d'actes prospèrent. Le quartier, les relations individuelles, ça dépend, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses. Et permet aussi éventuellement à l'individu de comprendre que s'il recommence, sa peine sera encore plus lourde. Donc 2 ans, c'est déjà beaucoup, hein, mais même moins de 2 ans, même 6 mois, même 1 mois, c'est déjà beaucoup. Hein. Quand tu as 18 ans et que tu finis 6 mois en prison, je pense que ça marque. Oui, ça fait long. Ouais. Bon. Il faut une politique pénale, mais on a déjà un code pénal. Après, il y a des choses à faire. Comme tu disais aussi, c'est l'environnement. Je pense qu'il faut s'interroger aussi sur ce qui a marché dans le passé, peut-être ailleurs. Giuliani, qu'est-ce qu'il a fait à New York, hein, la politique de la fenêtre brisée. Donc c'est l'environnement en fait qui est criminogène. Il y a aussi une politique pénale. Il y a un problème avec la magistrature. Exactement. C'est une question, à moitié une affirmation, mais... Elle n'applique pas le code pénal. Hein. On a un code pénal, un outil, mais effectivement, c'est au niveau du gouvernement, du ministère de la Justice, qu'il y a des directives qui sont données, tout simplement, d'être laxiste. Et puis, après, il y a aussi les magistrats français. On voit, par exemple, l'histoire du père, justement, je crois que c'était un magistrat, effectivement, qui avait mis en vente sa gamine sur Internet. Et il me semble qu'il a pris du sursis. C'est incroyable, je veux dire, c'est scandaleux.
Mais effectivement, il y a un vrai souci. C'est un corps souci. dans un corps, là aussi. Ah ouais. Ils sont intouchables parce que les magistrats, en fait, sont inamovibles. Oui. Ils sont censés représenter l'ordre Ils ne judiciaire. sont pas tout à fait inamovibles, mais ils sont. Oui, il faut en passer par un conseil de discipline, c'est ça. etc. Bon. tu m'as compris. Normalement, ils sont censés représenter donc, quand même le pouvoir judiciaire, donc l'un des trois L'autorité piliers. judiciaire. Oui, l'autorité judiciaire, c'est vrai. Ils n'ont pas le pouvoir, mais bon. Ils en sont la main armée, si je puis dire. Ils sont recrutés sur concours, c'est un entre-soi, c'est grosso modo les mêmes personnes qui passent par l'école de la magistrature, et il n'y a aucun contrôle démocratique. Moi, je suis assez, je ne suis pas favorable à l'élection des juges ni rien. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, pour des tas de raisons, parce que c'est pas du tout le même système, donc ça ne peut pas fonctionner. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de mettre un contrôle populaire sur... voilà, un magistrat devrait rendre des comptes, en fait. Mais déjà par Un magistrat qui se trompe, qui relâche, on en a encore un il n'y a pas longtemps, qui relâche des gens, des fous furieux, qui vont ensuite, je crois que c'était le cas dans l'agression de Philippe, là où les types en fait ont été relâchés par le juge parce qu'ils avaient fait des petits crimes, etc., ou des petits délits, ils sont relâchés et ils finissent à désosser un mec à coups de hache. C'est déjà possible par la loi. C'est la première étape. Il faut se souvenir du débat sur les peines planchées, qui est assez ancien maintenant. Mais en fait, le législateur était venu restreindre la capacité, les marges de manœuvre des juges. Puisque à partir du moment où on prévoit des peines planchées, le juge ne peut plus descendre en dessous. Donc il y a moyen déjà par la loi de restreindre la capacité des juges d'agir. Ensuite, un contrôle populaire sur les juges, le problème c'est que on a deux ordres juridictionnels, administratifs, mais qui ne nous concernent pas ici, et judiciaires. Mais en fait, si vous voulez, on n'a qu'un seul axe. Aux États-Unis, il y a les cours fédérées, les États fédérés, les cours fédérales. Certaines sont élues, les cours fédérales ne sont jamais élues. Elles peuvent se renvoyer des dossiers, mais en fait, il y a un enchevêtrement et le système est plus complexe. La simplicité de notre système fait son efficacité, mais aussi laisse prospérer ses failles. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, on n'a pas fait le tour de la question sur Attal, évidemment, mais derrière, les grandes déclarations, on verra ce qu'il en est. Malheureusement, on voit que le système est quand même profondément, on va dire, déprimé. Et il y a fort à parier que Attal, avec ses petits bras, ne fasse pas grand-chose. Voilà. Parfait. Eh bien, nous allons passer, après Attal, aux perles, aux faits marquants du mois, ce que vous avez retenu. On va discuter un peu. Qu'est-ce qui a retenu dans l'attention à toi? Alors, pour ma part, ça va être une anecdote personnelle, puisque cette semaine, à Bruxelles, avait lieu la NatCon, donc c'était le rendez-vous des conservateurs européens, en fait. Donc, il y avait effectivement un grand événement avec Viktor Orban, Nigel Farage, etc. Donc, un plus de gaullistes y était? Voilà, effectivement. Donc, on y était pour discuter avec eux, pour essayer justement solliciter vis-à-vis du traité de l'OMS, discuter avec eux, etc. Et en fait, c'était sur 2 jours. Et dès le premier jour, en fait, la municipalité bruxelloise, donc bien sûr, il y avait un accent critique de l'Union européenne lors de cette conférence, et la municipalité bruxelloise a tenté de faire annuler l'événement en envoyant les forces de l'ordre. Ah oui. Donc ils ont empêché un nombre assez important d'eurodéputés, de personnalités d'entrer. Donc ils ont fait pression aussi sur le prestataire de service, puisque la salle appartenait effectivement à une boîte privée. Donc effectivement, il y a eu des pressions, mais il a tenu bon. Et donc c'est remonté quand même assez haut, puisque un eurodéputé italien était présent. Il a écrit donc à Giorgia Meloni, qui a envoyé un SMS au Premier ministre belge, effectivement, qui ensuite a rebasculé en disant que c'était scandaleux. Il a tweeté à ce propos, mais c'est le maire en réalité de Bruxelles qui est, il me semble, il a des liens plus ou moins avec les loups-gris turcs. C'est pas très clair, mais en tout cas voilà, il a tweeté que c'était l'extrême droite, alors qu'effectivement il y avait des conservateurs de toutes les lignes de droite, effectivement. Puis je pense que c'était surtout le fait qu'il y avait cette critique un petit peu de l'Union européenne qui ne plaisait pas dans Bruxelles en plus. Donc effectivement. Et ça, finalement, ça a eu lieu ou non? Alors, le premier jour, c'était très compliqué. C'est-à-dire que beaucoup de speakers, d'intervenants n'ont pas pu rentrer dans la salle. On ne pouvait pas sortir de la salle, sinon on ne pouvait plus rentrer. Il y avait donc 3 policiers devant. Bon, heureusement, ce n'était que 3 policiers, puisqu'ils n'allaient pas vider une salle de 400 personnes.
mais c'était quand même le gratin. Donc ils sont attaqués quand même il y avait l'ancien Premier ministre polonais, il y avait vraiment du beau monde, et ça a été vraiment une censure de la liberté d'expression en réalité. Mais le deuxième jour, donc ça s'est arrangé grâce à mon avis l'intervention du Premier ministre belge, et on a été laissé tranquille. Donc le deuxième jour, finalement, des intervenants du premier jour ont pu intervenir sur une journée assez condensée. Et à la base, c'est uniquement l'addition du bourgmestre de Bruxelles. Exactement, le bourgmestre. Ouais. Mais alors, moi, ce qui me frappe là-dedans, alors, outre évidemment le caractère scandaleux de la chose, c'est que, moi, je me suis, vous avez vendu, vous savez, l'Europe, de l'entente cordiale, de l'unité, de l'harmonie, etc. Et je pense qu'il y a quelques années, ou il y a quelques siècles, Bruxelles aurait été émerveillée d'avoir des anciens premiers ministres ou des diplomates comme ça de tous horizons qui viennent faire une réunion chez eux. Et là maintenant, ils les traitent comme des malpropres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas... On peut être en désaccord, évidemment, moi je le suis d'ailleurs sans doute avec certains des intervenants qui sont là-bas, j'en suis même convaincu, mais on parle d'anciens premiers ministres, etc. Dans il y a quand même un rang protocolaire. Pas que des anciens. Même un chef de gouvernement. Oui, il y avait Orban, c'est ça. Victor Orban. C'est-à-dire que là, on est sur un rang... Normalement, le bourgmestre, il devrait s'aplaventrer, en fait, en réalité. C'est ça, ça pourrait être... C'est un incident diplomatique. Ça montre qu'il y a une évaporation des relations de pouvoir, quoi, et de l'objectivité de la position. C'est-à-dire que tu n'aimes ou tu n'aimes pas une personne, alors c'est pas un diplomate, mais quand tu as une personne de rang protocolaire élevé, tu l'accueilles dignement, c'est tout. Même si, par devers toi, tu penses que c'est une crapule, j'en sais rien. Et lors de cet événement, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord entre eux, il y avait différents courants conservateurs, souverainistes, et effectivement, ça a été traité comme si c'était un rassemblement zadiste ou quelque chose comme ça. En fait, c'est la... ou de skinhead, quoi. Vraiment... En fait, c'est la base de la politique. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ces gens-là ne savent pas ce qu'est la politique, de base, quoi. C'est-à-dire le simple accueil de gens qui sont des envoyés de leur pays. Mais ça fait scandale. Jusqu'aux États-Unis, ils en ont parlé. Puis c'est la phrase de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Je suis pas certain qu'elle soit. Mais bon, dans l'esprit, c'est leur sens. Ok, enfin, moi, je trouve ça concentre beaucoup de choses, cette anecdote. Kylian. Oui, alors bon, moi c'est beaucoup plus léger, c'est que c'est lié aux Jeux Olympiques qui cesseront de faire parler d'eux jusqu'à la fin, pour le meilleur et pour le pire. Puisqu'effectivement, donc il était prévu, alors vous savez que la flamme olympique donc, quitte Olympie, et elle a déjà quitté Olympie d'ailleurs en Grèce, où elle était portée par Nikos Aliagas d'ailleurs, oui, tout à fait, et elle doit arriver jusqu'à Paris pour le jour de la cérémonie. Bon, elle va transiter un peu sur la scène, et après elle sera donc, au lieu de la cérémonie d'ouverture. Et donc en France, elle arrivera à Marseille depuis l'Italie, où elle sera portée par Zidane et par Soprano, voilà, pour ne citer que quelques porteurs. Mais au cours de son voyage en France, où elle va être portée par plusieurs personnes, puisque je crois qu'il me semble qu'il y a des milliers de gens qui vont porter cette flamme en fait, au total, elle devait être portée, alors je ne sais pas exactement à quel moment, par le fameux Baptiste. De la vidéo T'es pas net Baptiste, où effectivement on voit donc, ce type enfant qui met le feu à un bol avec je ne sais quelle poudre, je ne sais pas si c'est de la poudre noire, je ne sais pas. Enfin, c'est louche. Dans un bol autour de sable, et sa mère débarque, son frère débarque, enfin, ça fait... Bon, c'est devenu un mème en fait, c'est une vidéo mémétique en fait. Bon. Et donc maintenant il est beaucoup plus vieux, il a 29 ans. Donc il était prévu qu'il porte la flamme olympique, parce que t'es pas... C'était un clin d'œil, très macronien. Voilà. Oui, il y a un côté pile gadget, c'est la communication pile gadget. C'est ça. Et il devait la porter, donc, mais il se trouve qu'il a été accusé par plusieurs femmes qui étaient mineures à l'époque des faits, ça c'est très important, de harcèlement sexuel. Donc il a été retiré fissa de la liste des porteurs. On lui a demandé de se retirer. Enfin, voilà. Donc, comme quoi il était vraiment pas net. Le feu a cessé. Il était vraiment pas net. Semble-t-il, et puis le feu a cessé de brûler en lui. Ça montre quand même. Bon, ça présage pas très bien ça non plus si tout est organisé de la même façon. Avant de communiquer sur un porteur de flamme, il faut quand même faire le. Alors je suis pas sûr que. Je pense que c'est peut-être une décision du CIO, ça d'ailleurs. D'y aller franco en jouant sur le buzz. Oui, c'est possible, mais bon, voilà, c'est... Bref, c'est un peu anecdotique, on ne le retiendra pas et je pense que... Non, mais c'est drôle. Ça promet pour les jeux. Alors, c'est pas drôle pour les femmes qui ont été victimes de ce type, mais c'est pas drôle. L'anecdote était... en plus. Oui. Moi, c'était tout simplement, là, j'ai lu ça ce matin, que Azouz Begag qui était ancien ministre sous
Sous Villepin, je crois. Quand Villepin était, non, c'est... Bref. Azouz Begag, donc ça, lyonnais, d'origine algérienne, qui est arrivé en France dans les années 80, donc pendant toute la grande vague mitterrandienne, qui était très, très lié à la lutte antiraciste, à la défense de l'immigration, etc. Qui était un peu une caution de l'UMP, qui a écrit Le Gaune du Shahaba, qui était un best-seller pro-migrant, qui racontait sa vie, enfin grosso modo sa jeunesse, dans les bidonvilles de Vénissieux. Là, il vient de découvrir que son quartier, la Guillotière, avait complètement changé et qu'il ne se reconnaissait plus, parce qu'il s'est quand même passablement en bourgeoisie, évidemment. Et donc maintenant, il estime qu'il y a trop de migrants et que c'est plus possible. Et il dit, moi je pense que je vais partir. Donc cet homme-là a fait pendant 30 ans l'apologie de l'immigration, et maintenant il se rend compte que quand même là, ça devient le bordel. Bah oui, mon vieux. Les conséquences de ces actes. Écoute. Il faudrait l'interroger sur son opinion sur l'immigration en Afrique du Nord. Ça serait assez, je pense très intéressant, effectivement. Tu penses qu'il n'est pas... C'est-à-dire qu'à mon avis, comme beaucoup de descendants ou de ressortissants des 3 pays du Maghreb, ils sont tout à fait favorables à l'immigration en France, notamment quand elles viennent de leur pays d'origine. Par contre, ils sont beaucoup moins pro-migration quand ils sont au Maroc ou subsaharienne, au nord du Sahara. On a vu comment ils le traitaient d'ailleurs en Tunisie, au Maroc. Les déclarations, effectivement. Enfin voilà, donc c'est quand même ironique et en même temps un peu triste, vraiment triste. Oui. Bien, c'est la fin de ce 13e numéro de Table Ouverte. Si vous l'avez apprécié, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne Reprenons le contrôle. Faites un don et cliquez dans les liens en description. Achetez les livres que nous avons fait paraître, Énergie et Immigration de Charles-Henri, L'Euro piège mortel de moi-même. Je rappelle que j'ai été interviewé à ce sujet-là sur le Cercle Aristote dans une vidéo qui est déjà parue normalement, qui est parue le 23 ou le 24 avril, je crois. Elle n'est pas encore parue au moment où nous enregistrons, mais elle le sera dans l'intervalle quand cette vidéo paraîtra. Je vous invite à aller la consulter. Merci beaucoup, Brice, d'Impulsion Gaulliste. Très intéressant, j'ai découvert... en tout cas, je suivrai votre activité avec plaisir. Kylian, à bientôt, donc au mois prochain, mois de mai, donc au mois de juin, oui, pas de tournage en mai, à cause des ponts, entre autres. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis en juin prochain.